Bonjour à tous. On va commencer du coup le webinaire. Donc, merci d'être si nombreux avec nous pour ce webinaire qui est pour les devs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment mettre en place une solution d'IA générative, conversationnelle et décisionnelle avec le framework LangChain. Du coup, je suis accompagnée aujourd'hui par mon cher collègue Enoch. Du coup, Enoch, que je vais laisser aussi se présenter, voilà, qui est là aujourd'hui avec moi, et aussi Mohamed Anne, qui est avec nous aujourd'hui. Mohamed, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Oui, super, super. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser du coup le soin, Mohamed, de te présenter. D'accord, merci Maguette. Et bonjour à tous. Donc peut-être rapidement, je vais faire disons, ma présentation. Actuellement, je suis data architect et un peu lead de ce qui est confection de use case au niveau de Orange Sonatel. Et les grandes étapes de mon parcours sont bien représentées dans le slide là. J'ai été d'abord un profil qui a travaillé au niveau de Expresso. Donc, au tout début de mon parcours, je vais dire que j'ai été vraiment orienté développeur. Il faut savoir que de formation de base, j'étais de formation développeur génie logiciel, plus précisément même Java J2E. Donc, j'ai intégré cette première structure Expresso en tant que développeur J2E. Mais rapidement, j'ai développé, on va dire, certaines affinités et certaines aptitudes vers la data. Donc, j'ai fait un second master orienté maintenant, on va dire, data science et data mining, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc, c'est ce second master-là qui a orienté ma carrière à l'intérieur de Expresso, un peu plus vers ce qui est du domaine de la donnée. À l'époque, on va dire, dans les années 2013, ça s'appelait beaucoup plus BI et Ouais. que Big Data et ainsi de suite. Et puis après, ça a eu à évoluer de la BI vers, on va dire, beaucoup plus maintenant le big data et tout ce qui est data science. Donc, concrètement, au niveau après cette formation universitaire, en gros, où je suis sorti avec ces capacités de développeur et cette seconde capacité de data mining, je suis à Expresso, j'ai une évolution de carrière, on va dire, parallèle à cette formation-là. Donc, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, en tant que développeur. Et puis, après ce développement, j'ai eu à faire un passage en tant que DBA, admin base de données. Et puis, après cet admin-là, j'ai été responsable de tout ce qui est business intelligence au niveau d'Expresso. Et puis, après ça, j'ai un peu quitté, on va dire, l'aspect technique de la chose, où j'étais maintenant après beaucoup plus rattaché à l'aspect métier de la chose. L'aspect métier, j'étais, on va dire, au niveau de Expresso, ce qu'on appelle head of CVM and Analytics. J'étais responsable de la gestion de la base clientèle, de la segmentation et toutes les méthodes data pour tirer valeur de cette clientèle. Là-bas, déjà, on va dire, dans les années 2015-16, c'était les prémices de ce que actuellement on appelle data science actuellement. Et c'était comment tirer de la valeur, comment segmenter la base en utilisant des méthodes statistiques, mais qu'on pouvait maintenant appliquer à grande échelle grâce à l'informatique. Donc, c'est en gros ce que je faisais là-bas. Donc, après ce passage-là, en 2018, j'ai rejoint la Sonatel, toujours dans le même esprit, dans l'esprit maintenant beaucoup plus, on va dire, orienté métier qu'orienté purement technique, où j'ai été à la Sonatel dans mon premier passage là-bas en tant que data scientist, où c'était dans le même esprit, où il fallait tirer de la valeur des données et à travers on va dire, beaucoup de méthodes, la segmentation, des prédictions. C'est essentiellement ce que je faisais. Et puis, à partir de 2000, on va dire 2020, j'ai quitté la Sonatel pour rejoindre Atos. J'ai rejoint Atos en tant que data architecte et on va dire lead de tous les profils qui travaillent sur la data, généralement les data scientists et les data engineers. Durant cette session, j'avais un niveau, on va dire, encore un peu plus, on va dire,
ça marque mon retour à la technique où j'étais beaucoup plus encore support sur l'architecture technique des choses. Donc, mise en place, on va dire, d'architecture big data, mise en place d'architecture data en général. Donc, ce passage à Atos m'a permis, on va dire, de faire un petit comeback sur l'aspect technique de la chose. Après ce passage à Atos qui a duré 2 ans où j'étais sur des projets de mise en place d'architecture technique, je suis revenu encore à la Sonatel avec cette casquette-là de data architecte et responsable des équipes des data ingénieurs et des data scientists qui travaillent sur la production des use cases. Donc, en gros, voilà un peu mon parcours. Donc, c'est un parcours, on va dire, euh, en termes de formation sur 2 grands volets, développement et on va dire sur le volet data. Et l'autre, en termes d'expérience aussi, j'ai eu à peu près ce même parcours où j'ai été d'abord impliqué dans la partie, on va dire, où il fallait générer des données, être derrière les applications, après la gestion de la base de données en tant que telle. Et à la fin, j'ai été impliqué dans la partie où il fallait tirer des valeurs de la donnée. Donc, c'est sur ça. Si je devais modéliser la chaîne data d'une entreprise, c'est ça. Il faut des applications pour générer les données. Il faut des admins pour gérer ces bases de données, ainsi de suite. Et puis, il faut un peu l'aspect data scientist, l'aspect un peu pour tirer la valeur de ces données et générer une valeur ajoutée. Donc, j'ai été impliqué aussi dans l'entreprise dans ces 3 parties-là. Et là, actuellement, je suis beaucoup plus impliqué dans cette troisième partie où l'idée est de tirer de la valeur de ces données-là. Mhm. Mm. Tout à fait. Et c'est un beau parcours. Donc, bravo, Mohamed, pour ce joli parcours. Et du coup, Merci. Mohamed, tu as fait ton master où déjà? Oui, en fait, comme je l'ai dit, j'en ai eu 2. Le premier, c'était principalement à un institut qui se trouve ici à Sénégal qui s'appelle EASY. Donc, Mhm. où j'ai développé, c'était un master en génie logiciel J2E. Et puis le second aussi, c'est à l'UCAD au niveau de euh, l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai fait un second master en BI et data mining. D'accord, d'accord. Et du coup, alors, on voit aussi dans ton parcours que tu t'es beaucoup adapté. Et Mhm. du coup, quel conseil, quel premier conseil déjà tu donnerais à nos amis mes développeurs ici sur l'adaptation? Parce que du coup, le début du big data, tu travaillais déjà du coup en tant que développeur, n'est-ce pas? Mhm. C'est ça, c'est ça. C'est principalement, comme je l'ai dit, ça s'est fait naturellement par, on va dire, passion. J'ai pas vraiment suivi euh, un cursus, on va dire, direct dédié vers la data ou le big data ou la data scientifiquement, mais tout ce que j'ai embrassé autour de ma carrière, le leitmotiv, c'était la passion. C'était des choses qui m'intéressaient au-delà de ce pourquoi j'étais payé pour faire. Donc, même en entreprise, concrètement, toutes les évolutions, tous les changements qui sont eus, c'est parce que j'ai manifesté l'intérêt de m'adapter à cette nouvelle chose, que cette nouvelle technologie, cette nouvelle capacité m'intéressait. J'ai pris Mhm. sur moi disons, l'intention de l'apprendre en premier et puis de le concrétiser par un diplôme derrière. Donc, pour moi, mon conseil, c'est d'abord, pour réussir, la première des choses, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. S'il n'y a pas l'amour de ce qu'on fait derrière, il y a pas, il y a peu de risques qu'on puisse y arriver. Maintenant, quand on aime ce qu'on fait, typiquement, je vais dire, mes premières années jusqu'à maintenant, même si on ne me paye pas pour faire ce que je fais, si j'ai du temps libre, je fais ce pourquoi je suis payé pour faire. Donc, c'est vraiment travailler pour quelque chose qu'on aime faire particulièrement. Et après, s'il y a cette passion derrière, tout s'installe derrière. Et après, à part la passion, je vais dire, s'il y a quelque chose que tout le monde partage, je pense que c'est la chose la mieux partagée au monde, c'est la logique. Une fois qu'il y a la passion et la logique derrière, il n'y a pas de frein pour moi qu'on puisse arriver à quelque chose. Donc, il faut se diriger vers là où on sent qu'on est passionné de ça et puis suivre une certaine logique et on arrivera en général au bon résultat. Oui, oui. Et je pense aussi, Eva, qu'il y a mais la Mm, curiosité du coup de découvrir des nouvelles choses et d'aller en fait vers mais des nouvelles mais technologies qui changent, hein. Donc, il y a eu le big data, voilà, une ère un peu data science et maintenant, d'IA générative, justement, dont on va mm, parler. Donc, exact.
Donc, merci beaucoup, Mohamed, pour cette belle présentation. Et maintenant, du coup, je vais laisser le soin à mon collègue Enoch, donc notre cher Enoch, qui est là avec nous aujourd'hui, donc, et qui va se présenter. Merci Maguette. Bonjour à tous, moi c'est Enoch. Je suis AI Data Consultant et chez Database, comme ça est là dans le slide. Je suis Data Engineer et Data Scientist. J'ai un master en Big Data. J'ai aussi un autre master en Machine Intelligence, Machine Learning. Concernant mon parcours, tout a commencé, je crois, à la fin de mon parcours de cursus universitaire. C'est une licence Bac plus 5. Bon, j'ai dit Bac plus 5 parce que c'est un ancien système belge. Ouais, c'est semblable comme Master 2, parce Où qu'on ça? on faisait 5 ans au pays, en RDC. D'accord. Ouais, on a presque le même parcours avec les gens qui font Master 2. Bon, à l'époque, c'était comme ça. Et après ça, j'ai eu quand même la chance d'être retenu comme un candidat assistant. C'était à l'université de Kinshasa, notre université centrale de l'État. J'ai travaillé pendant, je crois, 4 ans, mais parallèlement, j'ai travaillé aussi à côté dans beaucoup de projets avec des ONG, beaucoup plus d'analyse de données. Et j'ai aussi travaillé pas mal sur des projets de recherche. Et en 2021, j'ai eu euh, ma première bourse d'études pour faire le master à EMS ici au Sénégal. Je suis venu ici en 2021 juste pour cette occasion. Et c'était le master en Big Data. Et j'ai fini ce master comme le master intégré les stages. C'était obligatoire de faire un stage par après. J'ai eu aussi la chance de le faire à Sonatel, ici, Orange, Sonatel. J'ai fait un stage de 6 mois. Et par après, j'ai fait une autre formation à travers des Database. Ça, c'était une porte pour moi déjà, Database. Database, en collaboration avec Atos, organisait des formations professionnelles de Big Data. En fait, c'était vraiment professionnel parce que là-bas, les gens qui donnaient cours, c'était des gens qui travaillaient déjà. Et à l'occurrence, Mohamed, qui est avec moi, c'est un plaisir aussi de partager ces moments avec lui. Il était là aussi parmi les experts. Il était déjà ton prof. Il était déjà mon prof. Il était déjà mon prof. Et c'était une très belle expérience professionnelle déjà, parce qu'on travaille sur des projets professionnels, des outils déjà adaptés à l'entreprise, tout ça. Et c'était pour moi une couverture professionnelle de ma formation Big Data que j'ai fait à EMS. Et c'est ce qui m'a aussi ouvert les chemins de data engineering. C'est pourquoi j'ai quand même cette casquette-là de data engineer. Et par après, je voulais normalement rester avec Database parce que j'ai fait aussi un autre stage après ça de l'administration Big Data ici à Database. Mais par après, je suis encore rentré à EMS pour aller faire pour aller faire un autre master. Cette fois-ci, maintenant, c'est en intelligence artificielle, le programme AMI. J'ai fini ce programme et c'était centré autour de l'intelligence artificielle, tout. Et quand je finis, je suis revenu ici, à la C'est Tavis. Maintenant, c'est le jour des retours aujourd'hui. On a Mohamed qui était à à Sonatel, qui ça- a quitté Sonatel et qui est revenu à Sonatel, et Enoch qui est parti de Database et qui est revenu à Ouais, je Database. suis revenu à la Tavis. Et c'est maintenant ma deuxième casquette maintenant de data scientist. C'est à travers cette formation-là. Et bon, vu que j'avais déjà des bases, hein, parce au niveau des licences, j'avais déjà fait machine learning, mais ce n'était pas trop avancé comme mon deuxième master là. Et voilà, et maintenant, je suis là sur tous les projets autour de data engineering, autour de data science, mais particulièrement, je mets l'accent ces derniers temps sur les génératifs AI. Donc, j'ai la chance de faire des parcours académiques et aussi couvert un peu de parcours professionnel dans chaque domaine. Et voilà, et en gros, c'est ça. D'accord. Et du coup, mais qu'est-ce qui te motive aussi à aller maintenant creuser un peu plus sur les solutions
d'IA générative? Ok, bon, pour l'IA générative, bon, ça, personne ne pourrait dire le contraire. Actuellement, c'est un domaine aussi qui traverse déjà beaucoup de domaines. Et ça facilite beaucoup de choses et ça permet aussi à réaliser d'applications, hein, beaucoup d'applications d'IA à travers l'IA générative. C'est pourquoi je m'intéresse à ça parce que c'est un domaine vraiment large, ouvert, qui nous permet à résoudre des solutions concrètes en IA. Et voilà. Super, super. Eh ben, merci beaucoup, Enoch, pour cette présentation. Du coup, donc, je vais me présenter à mon tour assez rapidement. Donc, Maguette Touré, CTO, directrice technique de Database. Moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse de données. Je suis ingénieure en mathématiques, alors dans une école d'ingénieurs du coup en France qui s'appelle INSA de Toulouse. À la suite de ça, j'ai travaillé dans 3 différentes entreprises en France en 10 ans. Euh, et j'ai travaillé en fait dans l'analyse de données et dans la création de valeur. Dans un premier temps, ça a été dans une entreprise qui est dans le secteur pétrolier, du coup, qui a des bateaux, du coup, qui tirent du pétrole. Et du coup, l'idée, c'était d'analyser les données capteurs pour en ressortir de la valeur. Et j'ai fait de la maintenance prédictive là-bas. Ensuite, du coup, j'ai été à Nokia, qui ne faisait déjà plus de téléphone, mais qui développait la 5G. Et là-bas, du coup, j'ai travaillé sur pas mal d'analyses de logs pour aider à la résolution rapide d'incidents réseau. Puis ensuite, j'ai rejoint une start-up là-bas qui travaille pour les industriels afin d'optimiser la production. Et du coup, maintenant, je suis à DataBees, donc, qui est leader dans la formation et dans le consulting en IA. Donc, DataBees, du coup, à DataBees, eh ben, on a un super produit, un LMS qui est en fait une plateforme d'e-learning, donc dans lequel vous pourrez trouver pas mal de cours déjà, des cours qui sont réalisés par des professionnels. Du coup, comme Enoch en parlait, des experts comme Mohamed Anne, du coup, qui partagent un peu leur savoir-faire qui est très demandé sur le marché. Donc, vous pourrez voir des cours alors, notamment sur le big data, sur le data engineering, sur la data science et de plus en plus des cours un peu plus accessibles à tous, donc mais qui démystifient la data et l'IA pour tout le monde. Donc, pour les enseignants, pour les RH, pour les développeurs, par exemple, avec l'utilisation et le développement de l'IA générative. Et là, du coup, vous avez quelques-uns de nos clients et de nos partenaires. Et sans plus tarder, on va parler du programme de notre webinaire qui est l'IA au service des devs, comment mettre en place une solution d'IA générative conversationnelle, mais aussi décisionnelle, parce que converser, c'est bien, mais pouvoir décider, c'est encore mieux. Et on va aussi appliquer alors le framework qui est le plus populaire, le plus utilisé du coup en entreprise, qui est LangChain, qu'on utilise déjà chez nous en fait, chez DataBees. Voilà, et nous allons vous en parler et vous montrer des solutions qui sont très concrètes que vous pouvez réaliser aussi. Et du coup, sur le webinaire, donc, on va d'abord commencer par parler de pourquoi est-ce qu'un développeur, donc toutes sortes vraiment de développeurs, devraient s'intéresser à l'IA. Donc, on peut commencer par ça. Et aussi, du coup, on va aussi parler de qu'est-ce qui fait qu'une IA générative est non seulement conversationnelle, mais aussi décisionnelle. Et aussi, ben, comment les mettre en place concrètement. Et du coup, avant cela, j'aimerais bien vous donner la parole et vous demander, du coup, si vous utilisez l'IA, donc dans le cadre du développement, déjà de votre côté, chez vous, en tant que développeur, et en fait, si vous avez déjà développé des solutions d'IA ou d'IA générative. Donc, dans le public,
Voilà, donc vous pouvez intervenir, vous pouvez répondre, notamment sur le chat, et nous dire donc si du coup vous avez déjà développé des solutions. Donc, si quelqu'un aussi dans le public veut prendre la parole, mais n'hésitez pas. Donc, alors, il peut écrire sur le chat et comme ça, on désactive, alors, on active sa caméra et comme ça, ben, vous pouvez un peu nous partager votre expérience là-dessus. Donc, du coup, dans le chat, réagissez. D'accord? On est là pour vous, on est là avec vous. Donc, l'idée, c'est de vous laisser aussi la parole et d'avoir votre ressenti. Donc, et sinon, alors, dites-nous oui, non. Du coup, si vous utilisez mais déjà l'IA dans le cadre mais du développement. Donc, vous pouvez écrire sur le chat et dire oui ou non. Donc là, je vois déjà un qui dit, est-ce que tu peux lire? Donc, je vois oui, oui, j'utilise, oui. J'en utilise déjà pour développer Whisper pour un ACR Wolof. OK. Est-ce qu'on peut désactiver la caméra? Est-ce qu'on peut activer la caméra pour Tafa? Est-ce qu'on peut activer le micro de Tafa? Et comme ça, eh ben, Tafa, tu peux un peu nous parler de ta solution. Donc, Tafa, nous allons activer votre micro et comme ça, on va vous laisser nous parler de votre solution. Et ceux qui n'utilisent pas aussi, vous pouvez mettre non si vous n'utilisez pas encore ou bien si vous n'y êtes pas encore. Et comme ça va nous permettre un peu de voir du coup sur le panel présent, alors quelle est un peu mais la tendance. Et du coup, Tafa, tu peux activer ton micro. Oui, alors vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour. Déjà, merci pour cette belle initiative. Ça fait plaisir. En fait, l'IA générative, je l'ai utilisée lors d'un hackathon qui consistait à utiliser un modèle open source pour la traduction automatique, automatic speech recognition. C'était dans le cadre d'un hackathon de IndBikes et avec mon équipe, on a été troisième. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous avez utilisé quel modèle open source? On a utilisé Whisper. Whisper, d'accord. Oui. D'accord. Donc, la problématique, c'était principalement les ressources computationnelles, notamment avec les GPU, qui étaient très limitées. Voilà, et donc, on a utilisé des stratégies pour contourner ça. D'accord, 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 c'est super. C'est super, c'est une très belle initiative. Du coup, bravo Tafa pour ce travail. Et du coup, alors s'il y en a eh ben, d'autres personnes qui veulent nous partager leur expérience, donc je suis en train de me former sur Udemy, donc très bien, on voit un peu que les autres aussi sont en train de se former ou bien l'utilisent déjà.
Et du coup, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas encore utilisateurs et qui sont médecins publics. OK. Du coup, ce que je vous propose, du coup, c'est d'entrer maintenant dans le vif du sujet avec Mohamed. Et du coup, Mohamed, une première question pour toi, c'est est-ce qu'en fait, le métier de développeur est menacé par l'IA? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question peut-être qui, il n'y a pas pour moi un métier spécifique, on va dire, qui est directement menacé par l'IA, mais tout le monde est censé on va dire, se repositionner. Concrètement, c'est un outil qui augmente la productivité, qui augmente la vélocité. Donc, ne pas l'utiliser. Si je fais l'analogie, c'est peut-être dans mes débuts, j'ai la chance d'avoir été un très, très, très ancien développeur. Donc, dans mes débuts, on va dire, Ancien que ça. quand on faisait, on va dire, le langage C où il fallait typiquement vérifier qu'une date est bien écrite, si la date est au bon format, si le mois ne dépasse pas 12, s'il n'a pas écrit 13e mois, c'était des anciens contrôles qu'on faisait en tant qu'ancien développeur. Tous ces contrôles-là ont sauté avec l'avènement, on va dire, de certains frameworks, de nouveaux langages, ainsi de suite, qui facilitent le développement. Typiquement, maintenant, il est très difficile de voir quelqu'un qui développe et qui gère un certain nombre basique d'éléments. Mais dans les anciens modes de développement, toutes ces choses qui sont devenues quasi naturelles étaient gérées par les développeurs. Donc, c'est une évolution pour moi classique qui reste dans le domaine classique de la chose où de plus en plus, et c'est une tendance qui était plus ou moins prévisible pour moi, le développeur s'intéresse beaucoup plus à l'impact métier que on va dire, que le codage pur et dur. La technicité, c'est, ça se trouve dans la capacité de comprendre, d'avoir cette, disons, cette compréhension des attentes métiers et de pouvoir la transcrire le plus simplement possible. La difficulté n'est plus dans la transcription. Il y a un adage qui disait que si on arrive à poser un problème correctement, on a résolu 50% du problème. Mais je vais dire maintenant, avec l'IA générative, ce n'est plus vraiment 50%. C'est quand on arrive à poser un problème correctement, on va dire on a résolu 90% du problème. Parce que poser correctement, bien contextualisé à l'IA générative, c'est, on va dire, une grosse partie de la solution qui émerge déjà. Donc, pour moi, il n'y a pas un métier qui est menacé, mais tous les métiers doivent se repositionner. C'est une question de productivité et ça ne sert à rien de perdre du temps dans des choses pour lesquelles la machine est capable de le faire. C'est le moment où l'humain doit se concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est les besoins d'autres humains comme eux, d'être capable de les transcrire et d'être capable de porter ce résultat à l'humain. Donc, pour moi, le développeur n'est pas menacé. Le développeur, tant qu'il fait preuve d'empathie, le mot-clé du développeur, c'est l'empathie. S'il a l'empathie, s'il est capable d'aspirer les besoins de son client, il sera capable de les transcrire et d'arriver au résultat. Donc, le développeur en tant que tel n'est pas menacé. Maintenant, dire que n'est pas menacé, mais on va dire que ce ne serait plus un domaine aussi élitiste qu'on avait l'habitude de le voir. Ça devient un domaine beaucoup plus ouvert où ce frein technique qui existait, ce frein technique et on va dire technologique qui existait n'existe plus et tout concourt à démocratiser l'accès à ces domaines-là. Donc, pour moi, ce n'est plus une question, ça ne devient plus vraiment élitiste, ça devient accessible à tout le monde et c'est tant mieux. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Effectivement, effectivement. Et en fait, du coup, je pense que tu touches aussi à quelque chose qui est très important. En fait, en tant que développeur, du coup, il faut qu'on essaie aussi d'être plus proche ben, des utilisateurs, au final, plus proche des métiers, plus proche de nos clients qui sont internes ou qui sont externes afin de mieux comprendre mais leurs besoins. Parce que du coup, mais juste savoir faire de la technologie et de la technologie pour faire de la technologie, ça a quand même ses limites. Mais du coup, quand on sait la faire pour donner de la valeur, c'est là où ça a tout son sens. Donc, du coup, mes chers développeurs, donc, si vous êtes là avec nous, donc, je pense que le message est clair, c'est que rapprochez-vous un peu plus des clients et de leurs besoins
maîtriser les besoins clients. Donc, si vous avez utilisé déjà l'IA générative pour vous aider dans le développement, donc vous voyez que c'est assez puissant, c'est assez fort, ça s'est développé du code. Bon, ça a quand même ses limites. ChatGPT, pour générer du code Python, on fait parfois des erreurs, hein, mais du coup, dans le temps, hein, ça va beaucoup s'améliorer pour, euh, pour mettre en place des tests unitaires, il n'y a pas mieux. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent la flemme de faire, mais qui est très important. Donc, pour optimiser son code aussi, ça, c'est le faire. Donc, du coup, vous avez un assistant qui est très technique, qui va être de plus en plus fort. Donc, sachez un peu avoir une oreille pour les clients. Je pense que c'est ça un beau message. Et du coup, Mohamed, alors qu'est-ce que du coup l'IA générative conversationnelle versus décisionnelle? Oui, peut-être cette notion de, peut-être, ce serait bien de redéfinir même euh, L'IA, oui, ouais. l'IA générative, disons, le mot qui le définit, il est bien dans son nom, c'est la partie générative. Donc, où la réponse n'est pas figée, la réponse, elle est générée sur la base de gros volumes de données que le modèle a eu à ingérer. Donc, ce qui nous intéresse peut-être typiquement aujourd'hui, c'est une évolution, ce que peut-être moi, de mon angle de vue, que je pressens comme qui va être une évolution majeure dans le secteur, c'est on va passer de l'IA générative conversationnelle à, on va dire, décisionnelle. Conversationnelle, dans quel sens? C'est la plupart des gens ici présents ont eu à utiliser l'IA générative via des prompts. Ça veut dire que tu interagis avec l'IA et il te répond aussi via un prompt ou un message, il te génère une image. Donc, tu lui présentes un texte, tu lui dis résume-moi ce texte, tu lui présentes une phrase, tu lui dis fais-moi une dissertation dessus, tu lui présentes plusieurs textes, tu lui dis résume-moi ce texte, sors-moi le sujet principal, corrige-moi ce texte. Tu lui donnes une image, tu lui demandes de générer une autre image, de générer une vidéo. Ça, quand on dit conversationnel, c'est que on part de l'aspect, on a un besoin qu'on expose à la machine via un prompt et la machine nous répond via ce prompt-là. Donc, l'interface entre nous et l'IA générative, c'est une conversation via ce prompt, cette interface web, ce sur quoi on pose la question et on perçoit cette réponse, que ça soit une image, que ça soit un tableau, que ça soit du texte qui est généré. Mais l'échange actuellement, il est comme ça on va dire, dans la majeure partie des cas, des cas que les gens ont eu à tester. Et c'est, on va dire, une grosse majorité des gens perçoivent l'IA générative de cette manière. Mais il y a une révolution qui est en train de se passer, où on va dire certains sont beaucoup plus avancés que d'autres, mais les généralistes, les grands, on va dire, les grands sur ce sujet se positionnent tout le temps sur les mêmes problématiques. Mais ceux qui sont le plus avancés sur cette partie-là, je vais dire peut-être, à mon sens, c'est Claude, où eux, ils ne se contentent plus vraiment de l'interaction n'est plus limitée à cette interface, mais l'interaction va au-delà de cette interface. Typiquement, quand je dis décisionnel, c'est l'IA générative est capable de déclencher des actions. On l'a vu depuis assez longtemps. C'est, par exemple, ceux qui ont eu à voir il y a peut-être 4 5 ans des publicités sur Alexa de la domotique qui allumait la télé, qui mettait des micro-ondes en place, qui faisait des commandes. Ça, c'était déjà de l'IA générative qui déclenchait des actions, mais c'est des actions domotiques préprogrammées. C'était pas aussi complexe que ça, vu que la liste d'actions que l'IA générative était capable de faire était très restreinte. Maintenant, la grosse révolution que je vais encore dire, Claude et Anthropique est en train de porter, c'est que l'IA générative est typiquement maintenant capable d'interagir avec les systèmes d'exploitation sur ton ordinateur. Donc, typiquement, il devient beaucoup plus simple de donner une instruction simpliste à la machine. Et ce n'est plus à l'être humain de gérer cette instruction-là, c'est l'IA générative qui déclenche les actions derrière. Je vais prendre un exemple assez simpliste. Si demain, je veux faire une revue de presse d'un certain nombre de sites web, ou sur cette revue de presse-là, ces sites web, on va dire que si
la solution informatique classique, ce serait de faire du web scraping. Mais imaginons que ces sites web-là n'ont pas la même structure et qu'ils changent continuellement. Donc, ce que je pourrais dire, c'est en utilisant l'IA générative décisionnelle, c'est de lui donner cette instruction-là, de naviguer à travers X sites web et de récupérer les top 5 articles, de résumer ces articles et de me les présenter dans un format PDF chaque jour. Et que cette IA générative est capable maintenant d'automatiser cette tâche-là de manière assez simpliste. C'est pas quelque chose qui n'existait pas avant, mais c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser et devenir extrêmement simple. L'exemple que j'ai donné, c'était possible d'interagir avec les machines, d'automatiser certaines tâches avec les systèmes d'exploitation, avec ce qu'on appelait, on va dire, à l'époque, les RPA. Le plus connu, c'était UiPath. Donc, on va dire, il était possible de lui dire connecte-toi à cette base ou connecte-toi à ce système, remplis ce formulaire, récupère le tableau qu'il te donne en sortie, mets-le dans ce fichier Excel. C'était possible avant l'IA générative de le faire avec ce type de solution-là, UiPath. Mais ce type de solution avait deux limites. La première limite, c'était, on va dire, la cherté de cette solution-là. Les solutions de RPA sont extrêmement chères. La seconde limite, c'était qu'il fallait avoir des capacités, on va dire, pas de développement avancé, mais des capacités, on va dire, limite de scripting. Donc, et les actions n'étaient pas vraiment contextuelles. C'était des actions vraiment où l'output ne dépendait pas d'un contexte où tu vas et tu automatises la tâche et la machine UiPath est capable de la répéter à l'infini. Maintenant, cette limite-là est en train d'être cassée par, on va dire, ce que Claude est en train de proposer. Donc, pour moi, l'avenir, ce serait que Microsoft suive avec Copilot logiquement et que concrètement, notre interaction même qu'on a day-to-day avec la machine ne soit plus une interaction clavier-souris, cliquer, déposer, mais une interaction conversationnelle où on dit notre besoin à la machine et la machine exécute les tâches derrière. Ça veut dire on dit à la machine, va dans tel site, récupère les informations les plus pertinentes, génère un PDF, envoie-le à telle personne et la machine exécute l'ensemble de ces tâches de manière assez simpliste. Donc, c'est cette tâche-là, c'est cet aspect-là où l'interface homme-machine n'est plus l'interface qu'on avait connue, ne sera plus bientôt l'interface qu'on a longuement connue, clavier, souris, développement, mais l'interface homme-machine devient une conversation plus ou moins naturelle où la machine prend le relais et l'automatisation maintenant prend une grosse envergure où on pourrait automatiser beaucoup de tâches qui sont actuellement faites par des humains et qui pourraient très rapidement être fait totalement par la machine avec ces aspects-là. Maintenant, ça, c'est un aspect qu'on va dire du décisionnel où la machine, on est capable d'interagir avec les SI. On a l'autre aspect décisionnel, c'est l'aspect analytique de la chose. C'est, par exemple, si j'ai un grand document PDF où j'ai typiquement la répartition du Sénégal en termes de population, des tableaux du texte, typiquement, pour être capable d'analyser ça, il fallait être un humain derrière ce document-là, être capable de synthétiser tout ce qui est texte, tout ce qui est chiffre pour en ressortir l'essence. Mais on va le voir, ce n'est plus vraiment le cas. Pour analyser un texte argumenté de chiffres, il suffit du IA générative, un PDF que l'ANSD a produit qui retrace, on va dire, l'évolution de la population à travers X tableaux et de lui poser une question spécifique sur une commune, sur un département, que l'IA puisse te répondre et que tu lui puisses lui dire même de générer une courbe d'évolution sur les 3 dernières années et de donner les tendances où l'IA générative répond de manière assez simpliste. Donc, c'est vraiment des tâches que faisait l'humain, on va dire, certains analystes, l'équipe décisionnelle qui sont en train d'être déportés au niveau de la machine. Et il est intéressant que le public soit au courant de ces évolutions-là et qu'il suive ces évolutions. Pour moi, c'est l'aspect qui est très important que les gens prennent en compte. Il y a beaucoup de tâches que les gens faisaient qu'il est possible maintenant de faire typiquement avec l'IA générative et que ce n'est plus seulement du conversationnel, mais on se dirige de plus en plus vers du décisionnel, de l'action. Et l'action, l'ultime arrivée de l'action, c'est
quand l'IA générative interagit avec ta machine, ton système d'exploitation, et qu'il est capable d'exécuter des tâches que tu exécutais manuellement. Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, alors tu as parlé d'une chose qui est très importante dans le décisionnel, qui est en fait réaliser des actions, Mhm. justement. Du coup, dès qu'on parle d'action et d'IA générative, eh ben, on pense aux agents. Mhm. Et en fait, tu as parlé aussi d'aller du coup analyser des données dans du texte. Maintenant, du coup, avec le décisionnel, on peut aller beaucoup plus loin. On peut directement interagir en fait avec les bases de données. On peut récupérer les informations des bases de données. On peut en fait, alors avec l'IA générative, intégrer des nouvelles données dans les bases de données. Ça a ses risques, donc risques à maîtriser par les développeurs, mais du coup, ça devient de plus en plus facile de le faire. Et voilà, en fait, de le faire par tous. Donc, on a parlé aussi de bases de données, mais aussi, il y a les API. Donc, avec les API, du coup, on peut directement communiquer, aller chercher des informations et puis aller aussi intégrer là aussi des données. Quand on veut faire, par exemple, quand on crée du coup une IA générative décisionnelle qui est capable du coup automatiquement d'envoyer un mail, par exemple, eh ben, on peut utiliser des API de Google, par exemple, et envoyer le mail eh bien, directement eh ben, avec son compte Gmail. On peut aussi alors faire d'autres choses. Prendre, par exemple, un voyage, on peut maintenant le faire directement et assez facilement. Et du coup, c'est des choses, comme tu as dit, Mohamed, qui existaient déjà. Donc, il y a par exemple Siri qui existait déjà dans nos iPhones, qui est en fait une IA mais décisionnelle, mais qui est assez limitée. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais du coup, il est très limité. Il ne comprend pas toujours, il a du mal à comprendre. Et en fait, les IA génératives maintenant sont tellement plus puissants, tellement plus forts, que en fait, ça ouvre un certain nombre de possibilités inouïes. Et du coup, justement, on va voir une démo dans quelques minutes avec Enoch d'une IA générative conversationnelle qui est aussi décisionnelle, donc qui va aller notamment scraper des sites pour aller retirer en fait les infos dont on a besoin. Et du coup, Mohamed, ça m'amène vers ma prochaine question pour toi. Donc, en entreprise, comme solution concrète déployée, qu'est-ce que tu as pu voir de ton expérience? Peut-être je vais parler d'une solution qui est très, on va dire, qui m'a beaucoup séduit, qui a été fait par, on va dire, un de mes stagiaires et qui a été fait très rapidement. C'était Mhm, sur la base qui est dans notre contexte même, qui est sur la base de l'IA générative, être capable de scraper on va dire, les commentaires des utilisateurs des applications. Par exemple, une mhm, structure, on va dire, je vais prendre n'importe quelle structure, Auchan, qui a une mhm, application, ou Decathlon, qui a une application, que les gens utilisent et laissent des commentaires sur l'application, et qui a aussi une page Facebook. Et qui a aussi ses concurrents Auchan, disons, supposons que Casino sont des concurrents de Auchan, qui eux aussi ont leur application et que les gens aussi laissent des commentaires sur cette application. La solution, elle est assez simpliste. Il faut juste lui donner euh, notre application, mhm, disons, sur le store et les applications de nos concurrents aussi sur le store. Et qu'est-ce mhm, qu'il va faire? Il va aller scraper tous les via l'IA générative on va dire, tous les commentaires sur nos applications en récupérant et le commentaire et la note, en faisant rapidement un nettoyage des commentaires qui n'ont pas de sens. Par exemple, un commentaire négatif avec 5 étoiles ou un commentaire positif avec une étoile, c'est des petits biais qui peuvent retarder l'interprétation, qui mhm. scrape, qui fait ce nettoyage-là et qui, au-delà de ça, maintenant te donne sur sa vision à lui, quels sont les points forts et les points faibles de ton entreprise par rapport à la concurrence. Il te dit, par exemple, sur ton application, toi,
Les gens disent que ton application est très lente comparée à ton concurrent qui a une très grande vélocité, ou ton application a cette fonctionnalité est très complexe et tu vois que cette fonctionnalité-là peut être une force d'un de tes concurrents. Ça t'aide à analyser rapidement le retour de tes utilisateurs, être capable de détecter des sujets récurrents et de prendre des décisions assez rapidement sur ça. Donc, typiquement, comme je dis, c'était possible de le faire avant, mais il fallait mettre en place énormément de choses pour y arriver. Il fallait être capable de faire du NLP, il fallait être capable de passer par toutes ces étapes, on va dire, de classique du NLP, de lemmatisation, tout ce qu'il faut faire du N-gramme. Mais toutes ces étapes maintenant sont encapsulées on va dire, dans des modules beaucoup plus simplistes. Du coup, on arrive à un résultat générique extrêmement rapidement et beaucoup plus simplement. Attention, Donc, là, du coup, je vois des gens un peu qui s'amusent là. Bon, on n'est pas là pour ça. Et puis, on voit aussi les prénoms. Donc, voilà, si, donc, écoutez avec nous ou bien sinon, voilà, vous pouvez sortir du webinaire, mais s'il vous plaît, du respect. Voilà, envers donc, votre... donc c'est ça, ce que je disais, c'est principalement ce type de solution-là. Donc, cette solution permet de prendre de capturer un peu l'avis des gens sur notre produit digital et de le comparer à l'avis sur des produits digitaux, on va dire analogues, et de faire du sentiment analysis, de voir des points forts, les points faibles, et typiquement, ça permet à n'importe quelle entreprise d'avoir une roadmap sur l'évolution de ses applications digitales. Ce sur quoi il est censé s'améliorer et comment s'améliorer le plus simplement, rattraper le gap que tu as envers la concurrence. Donc, c'est une des utilisations, on va dire, où c'est assez simpliste et où l'IA générative ouvre ce front-là qui devient assez simpliste, qui avant aurait nécessité beaucoup de développement et beaucoup de complexité dans la gestion. Tout à fait, tout à fait. Ça accélère beaucoup en fait. Donc, en tant que data scientist, là où du coup il nous fallait labelliser, vérifier, analyser, beaucoup faire plusieurs méthodes. Maintenant, en fait, on a juste à passer les informations à une IA générative qui peut directement nous analyser et nous labelliser en fait de façon de façon qui est très proche en fait de la réalité, au final, des données, notamment des commentaires. Et aussi, un autre exemple de solution qu'on voit de plus en plus, mais c'est les chatbots, justement. Donc, pour améliorer la relation client, permettre aux clients de recevoir et d'avoir en fait en direct toutes les infos sur nos offres, etc. Donc, il est assez facile maintenant en utilisant les bases de données existantes du coup sur le produit, sur les questions qui ont été déjà posées, de mettre en place un chatbot qui nous est personnel et du coup qui de plus en plus est facile à faire. Donc justement, du coup, on va passer à Enoch. Donc, Enoch, question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous parler de LangChain et pourquoi en fait est-il un des frameworks qui est en fait un des frameworks les plus populaires actuellement? Ok. Merci Marguerite. Bon, LangChain, c'est un framework basé sur Python. Il est aussi disponible sur JS. Il y a aussi des TypeScript. C'est un framework qui facilite exactement aux développeurs de pouvoir développer des applications. Parce qu'il y a des modèles, aujourd'hui on parle des LLM et tout, mais comment consommer ces modèles, comment manipuler ces modèles, comment faire de l'interfaçage de ces modèles pour permettre à l'utilisateur de bien profiter de ces modèles, comme l'a dit Mohamed, par rapport à ces cas d'entreprise. Tu vois, le modèle va aller va aller scraper le commentaire tout consort, mais comment le modèle va se connecter avec ce site, comment le modèle va pouvoir manager toute cette complexité, comme a dit Mohamed, des codes derrière,
pour pouvoir communiquer avec les API de ces sites pour scraper, et comment aussi les gens qui vont pouvoir l'utiliser au niveau de l'entreprise vont pouvoir bénéficier de ces commentaires, les visualiser, tout comme ça. Et voilà la question à toutes ces préoccupations, à toutes ces problématiques, justement la solution de LangChain. LangChain, en fait, ça permet de pouvoir faciliter tout ça, faciliter développer. Il propose des outils pour se connecter à des API. Il propose des outils pour embarquer toutes les méthodes derrière, donner par exemple des tools à ces modèles, cette capacité-là de faire des scrapping. On peut développer ça comme des fonctions et donner au modèle pour amplifier les modèles dans ses capacités de pouvoir faire toutes ces histoires. Donc, LangChain, c'est un peu comme un outil préparer pour faciliter la tâche aux développeurs. Au lieu d'aller développer des classes, d'aller développer des méthodes, comme l'a dit Mohamed, c'était vraiment très chaud. Et puis, il y avait beaucoup de boulot derrière. Mais avec LangChain, c'est Framework vous propose des outils déjà prédéfinis que vous pouvez utiliser, simplifier votre code, beaucoup plus modulaire, beaucoup plus facile à comprendre. Il y a de la clarté. Et pourquoi il est populaire? Bon, le front est populaire justement parce que d'abord, c'est parmi les pionniers qui travaillé sur les LLM. Tu vois, si vous lancez déjà un produit en premier, vous avez la chance en popularité. Et aussi, deuxièmement, il est populaire justement parce qu'il est aussi simple à utiliser. LangChain n'est pas si compliqué. Et il y a trop de modules, il y a trop d'outils. Et puis, il communique aussi avec beaucoup d'extensions, avec beaucoup des API, avec beaucoup de structures. Actuellement, même, il y a MongoDB qui est intégré, ils sont en collaboration. Si par exemple, vous avez une base de données MongoDB en interne, vous voulez que votre agent puisse aller à chaque fois se connecter à ce LangChain peut faciliter cette interaction-là. Et voilà, il est fluide, en fait. Il est vraiment. Mais si je peux rajouter en fait quelque chose, donc il est fluide et vraiment facile à utiliser. Et il a en fait alors un concept de chaîne, justement, comme LangChain, où en fait, eh bien, on a un input, donc un message qui est reçu, par exemple, par un utilisateur, qui peut être englobé par un pré-prompt, par exemple. Alors, tu es un agent virtuel et ton rôle, du coup, c'est de faire un peu celui des chatbots et de répondre à un besoin d'un client que tu as en input. Et du coup, à ça, on va donner alors ces entrées-là, ces deux entrées-là à un modèle. Et du coup, ce modèle-là, ça va générer une sortie peut-être qu'on veut sur un certain format, donc sous format string, par exemple, ou sous format int, ou en fait sous un autre format. Et du coup, en fait, c'est un peu cette construction-là de chaîne, donc de l'input à mon modèle, à ma sortie qui peut être assez complexe, du coup, que LangChain simplifie vachement pour les développeurs. Et du coup, sans plus tarder, donc Enoch, je te propose de nous présenter la démo, justement, d'un développement d'agents IA pour un projet de chatbot. Ouais. Donc, tu peux partager, je pense, ton écran. Essayer de voir. Ok, je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. Non, bon? pas encore. Pas encore. Ok, c'est bon, vous voyez mon écran. D'accord. La solution, comme l'a dit Maguette, on ne va pas aller trop dans les détails. On va juste présenter. C'est un assistant. On va l'exécuter.
il est un assistant virtuel qui fait le web scrapping. Nous allons, on va aller peut-être chercher à scraper un site. On peut peut-être venir là. Ça, c'est un site. Voilà. Les journalistes ici, les populaires, hein, tu les connais. Non? On va essayer de... Un exemple ici, on prend par exemple, on veut scraper ces messages-là. Nous allons juste pour scraper, récupérer l'URL et revenir ici avec le code. Où on peut dire par exemple, donne-moi un article, donne-moi la description de cet article. Les messages là, c'était la description de cette interview. Donne-moi la description de cet article. C'est ça. Et du coup, si vous êtes développeur et que vous avez fait du web scrapping, voilà, vous savez que pour scraper un site, il faut y aller. Donc, on tire tout, on parse beaucoup de choses. Mais là, du coup, avec un URL et juste en fait, voilà, ce qu'on veut scraper ou bien même on pourrait aussi activer une recherche Internet pour aller scraper directement en fait ce qu'on veut. OK. Et là, il me donne, j'ai précisé, hein, vous voyez déjà, si vous regardez bien, bon, là, il a donné en anglais, on peut le dire aussi de donner en français. Mhm. C'est un modèle qui comprend beaucoup de langues, il comprend le français, voilà. Il a donné les messages, si vous regardez bien ces messages, c'est le même message qui est là, tu vois, mais avant, le modèle a donné ça d'abord en anglais, avant, il a donné, il a fait des scrapping, comme l'a dit Maguette, pour les développeurs, ils savent comment faire pour pouvoir scraper l'information pareil, mais juste avec le prompt, juste avec un petit message, le modèle, l'agent est allé lui-même chercher l'information et nous a ramené l'information. Je crois que Mohamed l'avait aussi évoqué comme l'un des cas, comme l'un des use cases. Et si vous regardez bien, avant, il voulait parler des commentaires, mais dans ce site, il y a aussi des commentaires. Peut-être, bon, il n'a pas compris, il n'a pas bien compris ma question, mais avec insistance, je lui ai pas dit la description et du coup, il m'a donné les messages, la description, mais en anglais, mais je lui ai dit encore de me le donner en français et il m'a repris le message en français. Ça, c'est déjà des trucs, l'un des composants de LangChain. LangChain, il gère aussi la mémoire. Ouais, il a gardé le contexte. Normalement, s'il n'y avait pas le contexte, bon, comme je n'ai pas de description, il aurait dit, m'expliquer c'est quoi la description ou soit parler d'autres choses, mais il a compris que je parle de la description de ces sites-là. Et il m'a donné la réponse. Et voilà, ça, si vous voulez comprendre en détail par rapport à ce qui a été fait, bon, on a des cours. On va essayer de prendre le temps pour parler de tout ça. Comment on a développé des agents, comment ils fonctionnent, quelles sont toutes ces capacités, des skills, comment nous avons développé aussi l'interface que vous voyez à travers Streamlit. Streamlit qui coopère aussi bien avec des API, face API, tout comme ça, et nous allons bien en discuter en détail lors de nos sessions de cours. Et voilà, ça c'était la démo qu'on avait prévue pour montrer comment un agent peut marcher, peut faire des travaux juste à travers le prompt engineering. Mais du coup, derrière, il y a pas mal de choses à gérer, mais qui n'est pas si complexe comme avant. Déjà, l'agent a simplifié beaucoup de choses à travers l'entretien qui nous permet aussi de pouvoir les manager pour arriver à ce genre de solutions.
Ouais, tout à fait. Et du coup, alors, nous préparons justement un cours pour les développeurs pour vous montrer vraiment étape par étape comment est-ce que le code est réalisé. Donc, je pense que, alors, si on commence ça, voilà, on n'aura pas fini dans une heure. Mais du coup, alors, ne vous inquiétez pas, eh ben, on est là justement pour vous aider à monter en compétence sur ces domaines. Et en fait, on va justement vous en parler. Donc, du coup, là, on a déjà passé une heure ensemble et en fait, j'aimerais savoir alors, comment est-ce que vous avez trouvé la session? Alors, est-ce que du coup, jusqu'ici, tout va bien? Est-ce que vous avez compris un peu alors, ce que peut apporter l'IA générative, notamment pour un développeur? Donc, vous pouvez nous écrire un peu sur le chat et nous dire, du coup, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous êtes avec nous? On ne vous a pas trop perdu? Écrivez-nous sur le chat, faites-nous savoir ce que vous pensez. Je ne vois pas de réaction. Et je vois qu'il y a 74 personnes quand même avec nous. Ce ne sont pas les personnes virtuelles. Est-ce que c'est des chatbots qu'on a avec nous? Est-ce que c'est des bots? Peut-être c'est des chatbots de... Oui, donc très Ok, intéressant. ok, voilà. Peut-être que c'est des bots, mais bon, ils ont commencé à réagir. Hein? Bon, peut-être on a forcé hein, avec des prompts usines. Très intéressant. Ok. OK, super, super. Et c'est quand le cours? OK, très pertinent. OK, OK. Que pensez-vous de la sécurité des codes, de la sécurité avec des codes générés automatiquement? Donc ça, du coup, ça c'est une très bonne question. Je pense que du coup, en tant que développeur, il faut un peu que les développeurs soient en fait les garde-fous pour en fait maîtriser ce que l'IA a le droit de faire. Donc, une IA peut accéder aux bases de données, ça c'est très bien. Une IA peut aller lire dans les bases de données, écrire dans les bases de données. Il faut maîtriser bien ce qu'on a le droit d'écrire et puis, du coup, il ne faut pas leur donner à leur champ large parce que du coup, qu'est-ce qui se passe si en fait un concurrent vient et s'amuse beaucoup trop et essaie même de supprimer notre base de données? Donc, du coup, voilà. Donc, je pense que là, il y a, alors dans le code, hein, là encore, tout simplement, on peut mettre en place des mécanismes pour assurer la sécurité. Et cette sécurité-là, c'est votre responsabilité, chers mes développeurs. OK. Et du coup, alors, est-ce que vous avez trouvé ces informations utiles? Donc, j'ai vu là dans les messages, voilà, pas mal de c'est intéressant. Oui, mais j'essaie de comprendre. Donc, bon, ne vous inquiétez pas. On est encore là avec vous pour vous aider dans la compréhension. Et surtout, du coup, est-ce que vous avez envie d'approfondir vos connaissances là-dessus? Voilà, parlez-vous de... Mhm. Du code éthique, oui. Mhm. Mhm. LangChain, en fait, c'est un framework et ce n'est pas un modèle pré-entraîné. Donc, en fait, c'est une librairie qui vous offre un tas de méthodes, du coup, pour utiliser les modèles, justement, de LLM. Voilà. Alors, et du coup, pour les connaissances, je pense que vous avez envie. Alors, dites-le nous. Donc, est-ce que vous voulez utiliser l'IA générative dans le cadre d'un projet de développement? Oui, absolument. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, mais Yaya, du coup, on te laisse la parole. Euh, tu peux, tu peux activer ton son, oui. Et... Mhm. Allô, Yaya, est-ce que du coup, ton son est activé? On va le débloquer. Oui, oui, je pense que c'est bon. Du coup, Yaya, est-ce que tu veux prendre la parole?
Non? C'est une erreur peut-être? Ok, bah, pas de souci. Il y a une En autre tout question cas, ici. n'hésite pas, oui. Il y a quelqu'un qui pose la question, il demande s'il y a c'est Guido, s'il y a beaucoup d'étapes à suivre pour construire un chatbot. Alors, bon, ce qu'on entend par beaucoup, c'est relatif, mais en tout cas, eh ben, il y a certaines étapes, oui, pour la construction de chatbot. Donc, tout à l'heure, là, on a vu, donc, dans le code de Enoch, on a parlé de tools, donc de fonctions, on a parlé d'API, voilà, je vous ai aussi parlé de chain. Donc, en fait, il y a, oui, effectivement, un certain nombre d'étapes, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas très compliqué. Et du coup, eh ben, nous, justement, on va être là avec vous pour vous aider à le mettre en place. Et justement, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de ne pas vous arrêter là, c'est de vraiment, en fait, alors essayer d'appliquer au maximum. On vous propose des formations, des sessions de coaching avec Enoch. Et en fait, c'est pour 50 000 francs pour chaque personne. Et c'est des sessions mais d'une demi-journée, donc 1h30 à 2 heures, selon en fait le nombre de participants qu'il y a. Vous pouvez y souscrire dès maintenant. Et du coup, l'idée, en fait, c'est d'avoir déjà un cours sur, en fait, alors, comment est-ce qu'un développeur peut utiliser l'IA, que ce soit pour générer du code, que ce soit pour améliorer son code, que ce soit pour générer des tests unitaires, mais aussi un peu comme on l'a fait là, comment en fait développer réellement des solutions d'IA générative, par exemple des chatbots. Donc, comment en fait alors faire une IA générative conversationnelle qui est juste le premier niveau, qui est en fait un peu comme vous quand vous parlez à ChatGPT. Donc, je pose une question et je reçois une réponse, mais ça, en fait, c'est que votre code qui le fait. Donc, on va vous montrer comment le faire. Et puis, on va aussi vous montrer comment développer une solution RAG. Donc, mais j'ai un fichier, mais je le découpe, mais je le store dans un vecteur store. Et en fait, quand je pose une question, je veux avoir les parties de mon document, du coup, qui sont proches de ce que je recherche comme information. Et j'utilise ces informations-là uniquement pour générer ma réponse. Et pour aller encore plus loin, on va vous montrer, comme là, du coup, comment développer un agent. Donc, comment, par exemple, se connecter à mes bases de données, comment, du coup, faire un agent qui va pouvoir scraper tous les sites qui existent sans avoir moi-même, du coup, à développer absolument tout, sans avoir à parser, en fait, le code, du coup, que je vais me récupérer automatiquement. Donc, ça aussi, on va vous le montrer et pour juste 50 000 francs, 50 000 francs uniquement, en fait, sur une session. Donc, du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire. Et pour y souscrire, il n'y a rien de plus simple. Donc, sur notre site academy.databiz.com, au niveau de parcours, vous pourrez voir en fait alors un parcours qui s'appelle Jeune IA développeur et du coup, vous pouvez vous inscrire à ce parcours-là. Et du coup, ce parcours, en fait, alors on va le faire un peu à votre rythme, d'accord? Donc, si vous y souscrivez, vous nous direz quand est-ce que vous êtes disponible pour le faire et on le fait avec vous. Voilà, et puis du coup, par rapport au nombre, on essaiera du coup de rassembler aussi les gens. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et justement, si vous voulez en fait tester un peu vos connaissances, eh ben, dans notre site toujours, on vous a mis à disposition un quiz qui est gratuit, qui est Data IA pour les développeurs. Donc, allez-y. En fait, ça vous permet un peu de tester vos connaissances de base. Et vraiment, tout développeur devrait avoir la moyenne à ce quiz. D'accord? Donc, vraiment, un développeur en 2025, voilà, doit avoir la moyenne à ce quiz. Vraiment. C'est les sujets d'actualité. C'est même plus le futur, en fait, c'est la réalité du développeur.
Donc, en fait, allez-y, testez-vous. Ça va vous permettre de savoir, en fait, quel est un peu votre niveau. Et du coup, est-ce que vous avez quelque chose à faire, du coup, dès maintenant? Et du coup, ce qu'on vous offre, c'est pour les trois premiers, pour les trois, du coup, qui vont avoir le meilleur score, on va leur donner accès gratuitement aux cours en ligne, du coup, qu'on vous fera lors de la session, du coup, et qu'on va mettre en ligne. Donc, mais les trois premiers vont aussi avoir accès aux cours en ligne, mais d'IA générative pour les développeurs, où du coup, Enoch va présenter les différentes étapes de création en mode tuto, en mode vraiment très concret, très accessible, d'une façon où vous pourrez le répliquer très facilement sur la création, en fait, d'une solution d'IA conversationnelle, la création de RAG et la création d'agents. D'accord? Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Il y a quelqu'un qui demande, je ne suis pas développeur, mais je voudrais développer mes compétences en analyse de données. Est-ce que vous avez des modules sur ça? Tout à fait, tout à fait. Eh ben, on a des modules sur ça. Dans Parcours, par exemple, vous avez le parcours jeune IA développeur, mais aussi vous avez le parcours, mon coaching personnel individualisé. Donc ça, du coup, c'est une session où, en fait, pendant 1h30, on vous prend que vous. Donc, vous êtes avec nous et, en fait, on discute déjà de votre expérience, de ce que vous voulez faire et de ce que vous pouvez faire. Et on travaille sur ça avec vous pendant 1h30. Et du coup, vous pourrez prendre autant de sessions que vous voulez. À la suite, du coup, une fois surtout qu'on aura défini un peu quel projet est-ce que du coup, vous avez, vous voulez me réaliser. Du coup, je vois aussi un commentaire qui demande, pas besoin d'aide. OK. D'accord. Mais du coup, voilà, donc à partir du site, on vous encourage, vous pouvez prendre une session de coaching et en fait, peu importe votre niveau, même si vous avez jamais développé, on verra en fait ce que déjà vous, à votre niveau, vous pouvez faire et déjà, en fait, nous, du coup, ce qu'on peut faire pour vous. Peut-être qu'en fait, ce chatbot-là, mais si vous n'êtes pas développeur, on peut le mettre en place pour vous, mais si vous avez ce besoin-là. Donc, du coup, n'hésitez pas. Donc, prenez la session de coaching, 1h30 rien que pour vous, voilà, pour avancer sur vos sujets et sur, en fait, vous aider à être innovant, à être productif et à vraiment, en fait, vous démarquer, peu importe votre domaine et peu importe votre niveau. Donc, du coup, là, je vous laisse encore regarder le lien et le QR code. Donc, allez-y. Dans la journée, on va voir en fait les trois premiers, du coup, qui auront donné, qui auront soumis le quiz. Donc, monsieur, si vous le faites maintenant, vous pouvez nous faire une capture d'écran et le coller au chat. Et puis comme ça, on sait que du coup, que c'est vous le premier. Parce que du coup, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a des gens qui ont à peu près les mêmes scores et du coup, ça se joue à qui a eu le meilleur score, le premier. Donc, du coup, mais si vous le faites déjà, allez-y. Et voilà, n'oubliez pas, vous avez accès du coup au cours gratuit pour les trois gagnants en plus. Donc, du coup, je pense on va rapidement conclure. Du coup, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Et vraiment, hein, pour nous, l'idée, c'est de catalyser un peu l'innovation par tous les professionnels. Donc, du coup, et aussi, ben, en tant que développeur, du coup, vous avez alors l'innovation qui est vraiment là que vous pouvez mettre en place, déployer dans les entreprises pour les soutenir. Donc voilà, allez-y. Et aussi, Mohamed, du coup, je vais te laisser la parole pour dire un peu ton message de fin et d'encouragement pour nos amis développeurs. Donc, Mohamed, on va activer aussi le micro pour Oui, toi. Ouais, c'est bon?
D'accord. Mohamed. Merci. Mhm. Oui, merci Maguette. Et je remercie, Maguette, je te remercie et je remercie tous les participants disons, déjà de leur patience et de l'intérêt qu'ils montrent sur le sujet. Et Mhm. comme on l'a dit au début, l'essentiel, c'est d'essayer, de tester. Et puis, il y Mhm. a un grand potentiel derrière toute cette technologie-là qu'il faudrait, Tout à fait. et qui peut se ressentir dans le travail de tout un chacun. Donc, j'invite vraiment à tous ceux qui ont participé à se rapprocher de DataBiz, rien que pour la formation ou pour approfondir le sujet. Il y a un grand gap à gagner, il y a d'énormes choses à en tirer. Donc, c'est le moment ou jamais. Il faudrait avancer sur ça. Super, super. Eh ben, Merci merci beaucoup. beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, du coup, d'avoir me répondu présent à notre invitation. En tant qu'expert, on sait que tu as pas beaucoup de temps et du coup, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Et du coup, chers participants, si vous avez des messages de fin, allez-y. Donc, dites-nous si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci d'avoir été présent avec nous. Au revoir à tous.